Lancement ce jeudi de l'initiative à l'école de la citoyenneté pendant 2 semaines. La 4e cohorte suivra un parcours intense d'éducation à la citoyenneté. On enregistre la participation des jeunes de l'AIS et de la diaspora. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique de la citoyenneté, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, avait à ses côtés certains de ses collègues et d'autres personnalités. Demain, vendredi 11 juillet 2025, le monde célèbre la population. Ici au Mali, les autorités de la transition ont choisi la commune rurale de Kava, cercle de Kimparana, région de San, pour les festivités de la journée. Notre pays compte plus de 25 millions d'habitants, un atout non négligeable en termes de potentialité économique face à l'allure d'un monde plus compétitif et plus agressif sur les marchés. La Chine abrite la réunion ministérielle pour le dialogue entre civilisations. Le ministre en charge de la culture, Mahmoud Afé, représente le Mali et l'AES à cette rencontre qui met l'humain au centre du développement. Dans ses échanges avec son homologue chinois, il a été question de transfert de compétences technologiques dans la préservation du patrimoine culturel et aussi la valorisation des musées. CAN féminine Maroc 2024, c'était Mali victorieux qui tentera ce vendredi face au Ghana de se qualifier pour le second tour. Notre envoyé spécial au Maroc, Assa Soumaré, nous informe que les Aigles d'Âme abordent la rencontre avec concentration et beaucoup de prudence. Merci de nous rejoindre. Bonsoir. Carnet d'audience à la primature ont été successivement reçus ce matin. Le bureau du Haut Conseil des collectivités, conduit par son président, une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Les premiers ont parlé de promotion de la décentralisation, renforcement de la gouvernance locale et consolidation de la démocratie de proximité. Quant à la deuxième rencontre, on présentait au Premier ministre les nouveaux commissaires de la CNDH ainsi que son nouveau président. Reportage Mamari Kone, Aliou Touré. C'est dans le cadre d'une nécessaire coordination entre le gouvernement et l'institution représentative des collectivités territoriales que s'inscrit l'audience du jour. Une audience au cours de laquelle le Haut Conseil des collectivités a salué la disponibilité constante du chef du gouvernement à l'égard des institutions de la République et son attachement au dialogue républicain. Le Haut Conseil des collectivités a réitéré sa reconnaissance et son encouragement aux forces de défense et de sécurité du Mali. Je salue les gros efforts du gouvernement que vous dirigez dans un contexte résolument difficile pour préserver l'unité nationale, améliorer les conditions de vie de nos citoyens et promouvoir un développement équilibré entre les territoires. Je voudrais attirer votre haute attention sur certaines préoccupations de l'institution, voire des collectivités du Mali. Il s'agit notamment de la question de l'harmonisation de l'indice des conseillers nationaux à l'indice plafond de la fonction publique de l'État, l'application du régime de retraite parlementaire aux conseillers nationaux, la lenteur dans le processus de transfert des ressources de l'État aux collectivités territoriales, la problématique de conclusion des contrats de partenariat public-privé par les collectivités. Le Premier ministre dit prendre bonne note des préoccupations soulevées. Il a aussi félicité le Haut Conseil des collectivités pour le travail énorme effectué. Vous rassurez bien entendu qu'il y a le principe de la séparation des institutions, mais vous encouragez à maintenir la dynamique que nous avons toujours eue de promouvoir le dialogue interinstitutionnel de manière très intelligente. Et également souligner que le Haut Conseil des collectivités est une force de proposition extrêmement importante dans la vie de notre pays. J'ai également noté les préoccupations et les difficultés. Il y a certaines difficultés, je voudrais vous rassurer que nous ferons le devoir de les transmettre aux structures techniques, au département ministériel en charge des questions d'harmonisation de salaire. Je pense en particulier au ministère de la fonction publique, au ministère de l'économie et des finances pour avoir leurs avis et bien entendu soumettre cela à qui de droit.
Quelques instants après, le Premier ministre a reçu une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH conduite par son président. Le professeur Diarra est venu présenter les nouveaux commissaires au chef du gouvernement avant de déclarer que cette autorité administrative indépendante est à l'abri de toute instrumentalisation. Notre cas est cité comme une référence à travers le monde à cause du contexte marqué par des défis sécuritaires, humanitaires et économiques qui ont un impact profond sur la jouissance des droits fondamentaux. Et dans ce contexte, la CNDH est souvent mal comprise à cause de certaines de nos prises de position, de nos communiqués et déclarations. En d'autres termes, les droits de l'homme sont parfois mal compris à cause de l'attitude de certains acteurs internationaux. En effet, je voudrais, Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous rassurer que la CNDH du Mali s'est toujours mis à l'abri de toute instrumentalisation ou tentative d'instrumentalisation des droits de l'homme. La CNDH sollicite l'accompagnement du gouvernement dans 3 domaines, à savoir le renforcement des capacités, la sensibilisation des populations aux droits humains et enfin le renforcement de la coopération entre la CNDH et le gouvernement. J'ai écouté avec une grande satisfaction, bien entendu, tous les efforts que vous déployez pour maintenir l'indépendance, l'objectivité. Je voudrais également vous encourager à faire extrêmement attention au contexte dans lequel nous sommes, un contexte caractérisé par l'instrumentalisation des questions de droits de l'homme. Aujourd'hui, nous savons comment ce sujet est manipulé, en particulier manipulé par certains acteurs qui sont curieusement également sponsors du terrorisme. Je pense qu'il faut faire extrêmement attention, privilégier et renforcer la collaboration que vous avez avec le ministère de la Justice avant de faire vos communiqués. Soyez sûrs à la fois et des termes et bien entendu des objectifs recherchés. Mais je suis convaincu que les questions de droits de l'homme au Mali, avant même le cadre juridique que nous avons, culturellement et religieusement, le Mali est un pays qui respecte les droits de l'homme. Je pense qu'il faut promouvoir ce message et surtout conserver notre authenticité. Créée en 2016, la CNDH est accréditée en mars 2022 au statut A de l'Alliance mondiale des institutions mondiales des droits de l'homme. Cette accréditation, faut-il le souligner, montre aux yeux du monde la volonté des autorités à promouvoir et à protéger les droits de l'homme au Mali. Demain, vendredi 11 juillet 2025, le monde célèbre la population. Ici au Mali, les autorités de la transition ont choisi la commune rurale de Kava, cercle de Kimparana, région de San, pour les festivités de la journée. Notre pays compte plus de 25 millions d'habitants. Il faut savoir que 44% de la population malienne est urbaine et l'âge moyen au Mali est de 15 ans, c'est-à-dire une population jeune. Un atout non négligeable en termes de potentialité économique face à l'allure des mondes plus compétitifs et plus agressif sur les marchés. Aliou Abdoulaye Touré nous en dit plus. 11 juillet 2025, le Mali célèbre la Journée mondiale de la population. En prélude à cet événement, le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population au Mali revient sur le contexte de la Journée mondiale. Lorsque l'humanité a atteint 5 milliards d'individus en 1987, l'Assemblée générale des Nations Unies a instauré le 11 juillet comme Journée mondiale de la population, célébrée chaque année à travers le monde, pour mettre la lumière sur un défi important en lien avec la population et sa dynamique. Le thème international retenu cette année est « Donner aux jeunes les moyens de créer les familles qu'ils souhaitent dans un monde juste et plein d'espoir ». La commémoration de cette journée nous offre une nouvelle occasion d'avoir des échanges éclairés, engagés et intellectuels sur des questions relatives à l'épanouissement familial et à l'exploitation pleine et entière du potentiel de la jeunesse malienne. De l'avis du représentant et résident du Fonds des Nations Unies pour la population au Mali, ce thème international fait ressortir l'importance et la nécessité de prendre en compte les besoins et le bien-être des jeunes. Au Mali, selon les résultats du 5e recensement général de la population et de l'habitat de 2022, 66,4% de la population malienne a moins de 24 ans. C'est donc dire
que les jeunes constituent la plus forte proportion de la population de notre pays. Au Mali, la Journée mondiale de la population est célébrée chaque année de façon décentralisée en harmonie avec les communautés rurales. Cette année, ce thème sur le plan national est donné à chaque jeune une chance pour son épanouissement familial dans un Mali en paix, réconcilié avec lui-même et plein d'espoir. Ce thème revêt une importance capitale pour le Mali. Il est d'actualité compte tenu du rythme d'accroissement démographique très rapide de sa population et du poids que les jeunes y tiennent. L'occasion est donc opportune pour rappeler que le gouvernement de la République du Mali, en actualisant sa politique nationale de population, a décidé de soutenir les efforts de développement à travers, entre autres, la couverture des besoins alimentaires et nutritionnels, la couverture des besoins de santé des populations en général et des groupes vulnérables en particulier. Il s'agit des femmes en âge de procréer, les enfants, les adolescents, les jeunes et les personnes âgées. Le développement de l'éducation, de l'alphabétisation et la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, et enfin la protection et la préservation des ressources renouvelables. Cette journée mondiale de la population sera célébrée au Mali, dans la commune rurale de Kava, cercle de Kimparana, dans la région de San. Et c'est demain. 24e session ordinaire du conseil d'administration de l'Agence de développement du Nord du Mali. Le général de corps d'armée Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, a présenté et a présidé la séance. Il était question d'évaluer les progrès réalisés depuis la 23e session et prendre des décisions relatives au rapport financier, au plan et au contrat de performance de l'agence. Mamadou Fani. La stabilisation du Nord Mali passe par le renforcement de la paix et de la sécurité. Pour parvenir à cela, le rôle de l'Agence de développement du Nord du Mali, ADNM, est déterminant à travers les actions qu'elle mène. Parmi ces actions, la relance de l'activité économique et la création d'emplois pour la jeunesse. C'est pour évaluer les acquis que les membres du conseil d'administration se réunissent à la faveur de la 24e session de son conseil. L'ADN a à son actif plusieurs acquis, notamment la réalisation d'infrastructures socio-économiques de base dans les 5 régions du Nord. Nous avons réalisé beaucoup d'adductions d'eau, je dirais même des centaines, et 3 micro-barrages. Il y a aussi le volet de la réinsertion socio-économique des jeunes non-combattants dans les régions du Nord du Mali, où l'ADN a eu à financer plus de 700 sous-projets. Pour renforcer ces acquis, plusieurs défis sont à relever par l'agence. Parmi les défis, nous pouvons compter l'insuffisance de ressources pour réaliser des projets d'envergure interrégionale dans le nord du Mali. Il y a aussi les défis sécuritaires. Parmi les perspectives, il y a la relance de l'activité de réinsertion socio-économique des jeunes non-combattants, avec la validation du mécanisme de la réinsertion qui est soumis au conseil d'administration. Nous pouvons relancer cette activité. Et aussi, il y a la poursuite des réformes qui ont été entamées par l'ADNM. Il s'agit donc d'impulser le développement dans les régions de Tombouctou, Gao, Menaka, Kidal et Taoudéni. L'agence est placée sous l'autorité du ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. 3e réunion des représentants des membres du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. Ils se sont réunis ce jeudi pour faire le point des situations, des actions par anticipation proposées par les autorités pour minimiser les éventuels dégâts des inondations de la saison des pluies 2025. Daouda Kouné nous en parle. Regroupant plusieurs départements et services techniques de l'État, les membres du comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes autour de la table. Pour une meilleure coordination, chaque service a présenté la situation concernant son domaine d'intervention. Aujourd'hui, au niveau des mesures anticipatoires, donc déjà la réunion au niveau de la plateforme pour la réduction des risques de catastrophes a débuté. Ils ont déjà bouclé leur 3e réunion. Donc cette plateforme regroupe toutes les structures et les organisations partenaires du Mali dans le cadre de l'action anticipatoire.
Bon, au niveau des unités de la province civile également, donc nous avons des piquets d'intervention rapide donc qui sont déjà constitués au niveau de toutes les unités pour pouvoir anticiper sur l'inondation. En ce qui concerne les prévisions météorologiques, le Mali connaîtra une année pluvieuse normale, accompagnée des orages et des foudres. On dit une saison de pluie humide, et ça sous-entend forcément des systèmes convectifs orageux très organisés et qui déversent beaucoup d'eau, et accompagnant aussi des vents violents, et des cas de foudre, et des grondements, des éclairs. Nous sommes dans la période déjà. Malheureusement, c'est accompagné de pertes dans vie humaine. Et il faut vraiment penser à protéger les installations électriques et les grands bâtiments contre le risque de foudre. Pour atténuer, anticiper et gérer les dégâts causés par la pluie, l'État malien est en mode anticipation avec des actions sur le terrain. Dans le district de Bamako, on compte 11 marigots. Donc tous les 11 marigots sont concernés. Les personnes concernées par la démolition sont celles qui habitent les maisons qui sont situées dans les servitudes et lits des marigots. Au niveau du marigot Wewayanko en commune 4, on a déjà commencé depuis le 24 juin. Au jour d'aujourd'hui, ce marigot a été libéré totalement de ses constructions anarchiques et les personnes concernées aussi ont reçu des mesures d'accompagnement dont elles ont été indemnisées. Malgré que cela n'est pas ce que la loi nous dit, comme nous sommes dans un pays qui fait beaucoup attention au social. Nous envisageons de commencer avec le marigot Komanko qui traverse les quartiers de Irimadio et de Misabougou. Ça, c'est dans les 48 heures qui suivent. À la fin de la rencontre, un communiqué sera produit et partagé avec les membres du comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes pour une synergie d'action afin d'anticiper les inondations. Poursuivons avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui était l'invité de l'émission Notre Afrique. Abdoulaye Diop a évoqué la situation sécuritaire dans le Sahel et la création de l'AES. Je vous propose un extrait de son entretien. La sécurité de l'Afrique et des Africains doit entre les mains des Africains de venir à la réalisation aussi que l'Afrique a les capacités en termes de moyens, en termes de ressources humaines, ressources financières, ressources matérielles, d'assurer sa propre sécurité, mais elle n'agit pas de cette façon parce que chaque État agit individuellement pour mettre en place des capacités sans pouvoir évoluer de cette... Et puis, depuis la colonisation à aujourd'hui, il y a eu des systèmes, des modèles qui ont été mis en place avec l'installation de bases militaires étrangères, de capacités, mais ne nous voilons pas la face parce que ces partenaires qui viennent pour nous aider aussi ont des intérêts propres, ont des convoitises particulières par rapport à nos pays. Donc, c'est dire qu'en définitive, ce qui est important pour l'Afrique, c'est de pouvoir réfléchir et se doter des moyens et des capacités nécessaires pour concevoir sa défense. Autonomie veut dire que les choses se feront dans le cadre de notre vision, de notre développement, et que les capacités et les moyens sont là pour se développer, mais sans fermer la porte à des possibilités d'alliances ou de partenariats externes, mais ces partenariats et ces alliances ne peuvent être conçus que dans le cadre de notre vision, dans le cadre de nos intérêts et de nos priorités. Au niveau de la Confédération des États du Sahel, nous ne comptons pas sur des partenaires extérieurs pour venir nous aider. Ce qui est en train d'être fait, elle est grâce au sacrifice de nos populations, où nos pays sont obligés aujourd'hui de dépenser près du quart de notre budget national pour assurer la sécurité. Dans le cadre de la célébration de la fête nationale des États-Unis d'Amérique, Madame l'ambassadeur a offert un cocktail auquel ont pris part de nombreuses personnalités. Occasion pour la diplomate Rachna Cornen de rappeler la vitalité de la coopération Mali-États-Unis. Youssouf Diakité, Aboubakar Traoré était sur place.
4 juillet 1776 est consacrée date d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Et depuis cette date est célébrée la fête nationale du pays. Ici au Mali, elle est marquée par plusieurs activités, notamment ces cocktails offerts par l'ambassadeur des États-Unis au Mali. C'est le 249e anniversaire de fête d'indépendance des États-Unis. Je suis vraiment ravie, très contente de célébrer ça ici au Mali et avec à mes côtés les représentants du gouvernement malien et surtout les félicitations du président de la transition, le général Assimi Goïta. Les relations entre le Mali et les États-Unis, ça fait plus de 60 ans et voir mes amis ici à mes côtés signifie énormément pour nous et surtout venant du peuple malien, le message du peuple malien. Ces cocktails enregistrent la présence de nombreuses personnalités consulaires et diplomatiques. C'était l'occasion de dévoiler la bonne santé de la coopération entre les États-Unis et le Mali. C'est un signal déjà pour montrer la volonté du Mali de continuer à cheminer avec les États-Unis. Ce n'est pas une relation qui date d'aujourd'hui, nous l'avons indiqué depuis l'indépendance de notre pays. Le Mali travaille avec les États-Unis. Nous avons beaucoup d'Américains qui vivent ici, nous avons aussi beaucoup de Maliens qui vivent aux États-Unis. Et nous avons beaucoup d'hommes d'affaires de part et d'autre, des jeunes hommes d'affaires aussi qui vivent aux États-Unis, qui sont des atouts importants pour nos pays. Nous voulons saluer vraiment tous les efforts qui sont faits aussi par l'ambassadeur pour promouvoir une diplomatie publique et travailler à rapprocher davantage nos deux pays. Les deux parties ont surtout insisté sur la dynamisation de ces relations pour maintenir la solidité de cette coopération déjà exemplaire. Et un mot de la session spéciale de l'Assemblée des États partis au statut de Rome de la Cour pénale internationale tenue à New York du 7 au 9 juillet 2025 au siège des Nations Unies. 125 pays dont le Mali prenait part à la rencontre. Les participants ont pu examiner par exemple la modification de l'amendement adopté à Kampala en 2010 qui reconnaît le crime d'agression comme l'un des crimes les plus graves relevant de la compétence de la Cour pénale internationale après l'onction du Conseil de sécurité. Des débats intenses auxquels le Mali a activement participé à travers le secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. De New York, Aïssata Ibrahim Maïga pour le compte-rendu. Pendant 3 jours, les représentants des États, des experts juridiques et des représentants de la société civile ont débattu de la portée juridique de la modification de l'amendement de Kampala et de la possibilité de renforcer les mécanismes pour permettre à la Cour de poursuivre les actes d'agression entre États. Certains appellent à une réforme du régime actuel jugé trop limité, alors que d'autres, comme le Mali, s'y opposent, estimant qu'une telle extension pourrait porter atteinte à la souveraineté des nations et conduire à des dérives compte tenu de la partialité de la Cour et de sa dépendance à certains pays. La Cour doit se montrer sensible au questionnement sur sa crédibilité et son impartialité, et cela doit nous amener à éviter de prendre des décisions qui renforcent aujourd'hui la méfiance à l'égard de la Cour. Ces questionnements légitimes ne doivent pas être ignorés par les États partis et la Cour. Il importe d'être prudent et d'éviter des textes taillés sur mesure ou des normes pouvant susciter davantage de défiance à l'égard d'une Cour de justice à vocation internationale. Le représentant du Mali a toutefois insisté sur la nécessité d'une approche équilibrée et réfléchie. Dr Diarra a également souligné l'importance d'encourager davantage d'États à ratifier l'amendement de Kampala avant d'envisager toute révision. À ce jour, seuls 49 sur 125 pays l'ont ratifié. Le Mali s'interroge sur la pertinence et la motivation réelle de l'amendement de Kampala ou même de l'amendement de Kampala. Objet de cette rencontre. Il faut éviter de donner corps à un texte circonstanciel, conceptuel, qui a pour unique but de trouver des astuces d'ingénierie juridique pour contourner les mécanismes existants. C'est pourquoi la délégation du Mali n'est pas en mesure de soutenir en l'état les projets de modification de l'amendement de Kampala avant sa mise en œuvre rationnelle. La session extraordinaire de New York n'a finalement pas abouti à l'élargissement du mandat de la CPI aux crimes d'agression comme proposé par certains pays. Après les interventions du Mali et de plusieurs autres pays, l'examen de cette question a été renvoyé jusqu'en 2029.
Et toujours aux États-Unis, retenez bien ce nom et ce visage. Je vous présente Amara Dramé, le désormais nouveau président du Haut Conseil des Maliens des États-Unis d'Amérique. Élu pour un mandat de 5 ans, il prend la tête du bureau aux côtés de 54 autres membres issus des différents États américains. Ensemble, ils représenteront l'une des plus grandes communautés de la diaspora malienne. La cérémonie d'investiture s'est tenue à Harlem, à New York, en présence de l'ambassadeur du Mali aux États-Unis et du représentant permanent du Mali auprès des Nations Unies, Aboubacar Sissoko, également conseiller consulaire. Le directeur de cabinet du président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur a fait le déplacement de Bamako pour permettre au nouveau président et à ses membres de démarrer les activités. Le nouveau bureau place son mandat sous le signe de l'écoute, de l'unité et de la transparence. Et au cours de la cérémonie, les représentants diplomatiques ont apporté des précisions sur la nouvelle plateforme de demande de visa malien et ont annoncé la tenue prochaine du forum de la diaspora malienne à Bamako. Amara Dramé, qui est donc le nouveau président du Haut Conseil des Maliens des États-Unis d'Amérique. La Chine abrite la réunion ministérielle pour le dialogue entre civilisations. Le ministre en charge de la culture, Mahmoud Affé, représente le Mali et l'AES à cette rencontre qui met l'humain au centre du développement. Dans ces échanges avec son homologue chinois, il a été question de transfert de compétences technologiques dans la préservation de patrimoine culturel et aussi de la valorisation des musées. Bemba Sibi est notre envoyé spécial à Beijing. Quand deux pays riches d'une culture millénaire se retrouvent, les points de vue convergent et les échanges sont fructueux. En atteste la rencontre entre les ministres de la culture du Mali et de la Chine. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération culturelle entre Bamako et Pékin. Selon Yeli Sun, ministre chinois de la culture, le renforcement de la coopération culturelle avec le Mali doit aller vers la création d'un pont culturel entre les deux pays, ceci à travers les institutions d'art, la mise en relation d'artistes, la préservation et la valorisation du patrimoine culturel, une vision qui cadre avec les nouvelles orientations culturelles mises en avant dans le cadre de l'année de la culture. Nos discussions tournaient autour de l'année de la culture décrétée par le président du Mali pour travailler sur une appropriation, mais surtout pour mettre la culture comme valeur fondamentale qui unit les peuples, qui affirme leur identité. Et donc la Chine est dans la même dynamique. Et aussi on a fait le parallèle entre la renaissance culturelle chinoise. Je trouve exactement que cette année, avec l'avènement de l'année de la culture, nous amorçons une année de la renaissance culturelle au Mali. Donc nous avons passé en revue les différents partenariats. Le ministre Daffé a saisi cette occasion pour partager avec son homologue chinois certaines pistes de coopération pour dynamiser les échanges entre les deux nations. Il a mis un point d'honneur sur le transfert de compétences et de technologies entre les académies d'art chinois et maliens. Créer un pont culturel entre nos deux pays, entre nos deux peuples, à travers déjà des échanges, de transfert de compétences au niveau de l'enseignement, au niveau de la formation, au niveau de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Donc là, les bases sont déjà engagées. Nous avons même des formations déjà en vue. Mais aussi, nous avons décidé de travailler sur les musées. Des propositions concrètes pour renforcer la coopération culturelle entre Bamako et Pékin. L'audience a été marquée par des échanges de cadeaux entre les deux ministres. Le début de grands échanges artistiques, touristiques et culturels qui s'annoncent entre nos deux nations. Et nous allons rester en Chine. Et ne soyez pas étonnés de voir notre ministre en charge de la culture visiter la ville historique de Shanghai. Une ville à cheval en tradition et modernité, un modèle de préservation et de valorisation de patrimoine culturel, historique et contemporain. Dixit Mahmoud Affé. Retrouvons notre envoyé spécial. Présent en Chine pour prendre part à la réunion ministérielle du dialogue mondial des civilisations, le ministre en charge de la culture, Mahmoud Affé, a pris part à une immersion dans l'immense patrimoine culturel de Shanghai, du musée d'art contemporain qui met en lumière le juste milieu que la ville a trouvé entre tradition et modernité, au centre d'innovation technologique de Shanghai, un hub de création et d'innovation qui s'inspire des traditions chinoises. Vous voyez la trace de l'histoire dans toute leur évolution contemporaine. Donc nous avons vu les maisons, les bâtiments, les formes, c'est les formes de pagodes, mais l'histoire est valorisée. Ils travaillent sur la revitalisation culturelle de leur territoire, de leur patrimoine,
ils travaillent beaucoup sur leur héritage, sur le patrimoine immatériel. Or, le Mali, vous savez, c'est un réservoir de patrimoine immatériel. Et à la suite de l'exposition, nous avons également visité un centre technologique de l'AI, de l'intelligence artificielle. Les Chinois ont partagé avec nous leur passion pour la technologie, mais surtout comment la technologie combinée avec de l'histoire peut créer des produits créatifs très performants. Au-delà d'une visite, le ministre s'est imprégné de l'expertise et de l'expérience chinoise en matière de valorisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel et d'innovation technologique. Ce que nous avons vu ce matin nous a donné la forte conviction qu'un pays ne peut pas se développer sans être basé sur ses fondamentaux, sur sa tradition. Toute chose qui va nous inspirer pour la construction et la nouvelle marche du Mali. Cette visite de Shanghai a été une expérience inédite et inspirante, a souligné le ministre. Elle montre l'effort consenti par l'Empire du Milieu pour se développer économiquement en tenant compte de ses valeurs traditionnelles et culturelles. Une vision qui cadre avec celle des autorités maliennes. C'est d'ailleurs pourquoi 2025 a été décrété année de la culture pour poser les jalons de ce développement intégré. Et toujours hors de nos frontières, dans le cadre du renforcement de la coopération religieuse et d'échange d'expertise en matière de formation islamique, le ministre chargé des affaires religieuses effectue en ce moment une visite officielle à l'Institut Mohamed VI de formation des imams Morshidine et Morshidat à Rabat, au Royaume du Maroc. Dr Mahamadou Koné a pu découvrir les différentes structures pédagogiques, résidentielles et culturelles de cet établissement de renommée internationale. Occasion pour lui de saluer la qualité de l'enseignement dispensé qui combine savoir religieux, sciences humaines et formation civique. On l'écoute. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, nous sommes là ce matin pour rendre visite nos Maliens qui sont déjà étudiants à l'intérieur de l'Institut, pour leur dire combien le Mali est fier d'eux et pour leur dire que combien le président de la transition est en train de se battre pour tous les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur. C'est dans ce cadre-là qu'on est là aujourd'hui pour galvaniser nos étudiants qui sont là dans le cadre de l'imama et pour leur dire à leur retour comment est-ce qu'ils doivent faire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. J'appelle tout le monde à être patriote avéré, à être sérieux avec ce qu'il fait parce que le Mali est pour l'intérieur et pour l'extérieur. Autre grand titre de cette édition, lancement cet après-midi de l'initiative à l'école de la citoyenneté. Pendant 2 semaines, la 4e cohorte suivra un parcours intense d'éducation à la citoyenneté et l'objectif est d'amener un changement de mentalité chez les jeunes afin qu'ils puissent être des citoyens modèles et engagés. Pendant donc 2 semaines, les 400 jeunes du district de Bamako, de la diaspora et des pays de l'AES participeront à ce programme et le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la citoyenneté, Abdul Kassim Ibrahim Famba, avait à ses côtés lors du lancement certains de ses collègues et d'autres personnalités. Abdul Karim Kaba pour le reportage. Pour le Mali, nous nous engageons. Cet engagement marque le démarrage de la 4e cohorte du programme à l'école de la citoyenneté. Il vise à inculquer et développer chez les jeunes l'esprit patriotique en vue de faire d'eux des bâtisseurs et des défenseurs de la nation. Nous devons former également nos soldats. Vous êtes ceux qui devraient prendre le flambeau pour défendre nos pays face à l'oppresseur. N'importe quand nous avons besoin de vous, vous devez être présents. Mais pour que cela se fasse, il faut que vous soyez prêts physiquement. Mais nous voulons vous inculquer des choses, des valeurs, la discipline, le respect, mais aussi le patriotisme. À l'école de la citoyenneté, 4e cohorte, ce sont 400 jeunes, dont 49 de la diaspora, 10 du Burkina Faso et autant du Niger, en vue de consolider l'AES. C'est une instruction du président de la transition. Il est le président actuellement en exercice de la Confédération des États du Sahel. L'objectif, créer un brassage entre les jeunes du Sahel. Nous avons aujourd'hui les mêmes défis. Et il a rajouté, nous avons également les mêmes ennemis. C'est clair, pour pouvoir affronter nos défis, pour pouvoir passer au-delà de nos obstacles, pour pouvoir remplir notre mission de jeunes
d'acteurs de changement positif au sein de notre environnement, il faut impérativement que nous sachions qui nous sommes, d'où est-ce que nous venons, qu'est-ce que nous devons faire et comment se donner la main pour réussir. Aujourd'hui, ce cadre, il est fait pour ça. Pour tout changement, il faut d'abord celui de la mentalité et avec les jeunes. C'est pourquoi la jeunesse est au cœur des projets et programmes des autorités. Et nous verrons avec le temps comment les améliorer toujours. Notre objectif, c'est toujours trouver le moyen d'avoir la masse critique que nous voulons. Si nous voulons changer les choses, commençons par le commencement. Parce que commencer par le commencement, c'est commencer par soi-même. Vous voulez transformer votre famille, transformez-vous d'abord. Vous voulez transformer votre communauté, transformez-vous d'abord. Vous voulez transformer votre pays, transformez-vous d'abord. Commençons par le commencement. Et ici, c'est de vous transformer d'abord pour que vous soyez ces acteurs qui pourraient nous aider aujourd'hui à bâtir la nation que nos leaders ont tracée. Et je parle ici du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, président de la Confédération des États du Sahel, du général d'armée Abdourahmane Tchani, qui est président de la République du Niger, et du capitaine Ibrahim Traoré, qui est le président du Faso. Ce sont ces leaders qui ont tracé la voie aujourd'hui. Notre objectif, c'est de prendre le relais. Ils ne pourront pas faire le travail seuls. Sans la jeunesse, le travail est quasiment impossible. L'innovation cette année est la phase pilote dans cette région, à savoir Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. À l'école de la citoyenneté verra la participation de tous les ministres afin d'échanger avec les jeunes sur les défis à relever. 2 semaines donc à l'école de la citoyenneté. 3e édition du forum sur la gouvernance de l'Internet au Mali, les technologies de rupture face aux perspectives de la gouvernance de l'Internet est le thème central. C'est le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration qui a lancé les travaux. Fademba Keita, compte rendu. Afin de relever les défis technologiques, ceux liés au niveau des usagers de l'espace, les experts participants et panélistes à cette 3e édition du Forum sur la gouvernance de l'Internet au Mali échangent sur les thématiques jugées et relever les nombreux défis tels que gouvernance Internet, défis et perspectives pour un Internet ouvert et accessible et résilient, cybersécurité et résilience des infrastructures critiques à l'ère des ruptures technologiques, quel enjeu pour la jeunesse. Placé sous le signe d'un nouveau départ et d'une nouvelle ère, ce forum est une recherche de solutions aux problèmes d'accès aux infrastructures et aux coûts exorbitants et à beaucoup d'autres handicaps. Le thème porte sur les enjeux et défis de l'inclusion autour de la gouvernance d'Internet au Mali. Vous savez que la gouvernance d'Internet est axée sur une approche multipartite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les parties, que ce soit l'État, le secteur privé, la population à travers les organisations de la société civile et la communauté technique doivent s'impliquer autour de la gouvernance d'Internet. Et maintenant, comment amener plus d'inclusion autour de cette gouvernance? De nos jours, les révolutions technologiques comme l'intelligence artificielle, la blockchain, la cybersécurité, le métaverse, l'Internet des objets, la 5G et bientôt la 6G transforment radicalement nos sociétés et nous offrent, entre autres, un potentiel inédit de croissance économique, des responsabilités d'inclusion numérique révolutionnaire, une connectivité globalisée et prometteuse. Le Mali, précurseur de l'agenda de Tunis, a toujours œuvré pour un Internet porteur de qualité, capable de gérer la saturation, le raccordement. Cette 3e édition du forum est destinée à offrir un cadre d'échange et de concertation autour de l'impact des technologies de rupture, notamment l'intelligence artificielle, la blockchain, la 5G et bientôt la 6G, l'Internet des objets, technologie de rupture représentant à la fois une opportunité de résilience et un défi de gouvernance. La gestion concertée de l'Internet, de ses services, des infrastructures critiques et sensibles, des aspects juridiques, techniques, avec toutes les retombées sur les activités du quotidien, sera fondamentale au cours de votre rencontre. Les panélistes assistés par des experts tiennent à promouvoir les 3 piliers sur lesquels repose l'Internet, à savoir la coopération multipartite, la souveraineté numérique partagée et l'expérimentation réglementaire.
visiteurs, pas comme les autres séjours au marché de légumes communément appelé Wonida à Bonzola, en commune 2 du district de Bamako. Madame le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Diarra Djeneba Sanogo, est venue échanger avec ses sœurs commerçantes sur leurs besoins et les difficultés auxquelles elles sont confrontées. En retour, les femmes de Wonida ont remercié Madame le ministre pour la considération et l'initiative qui, selon elle, est une première et qu'elle soit pérennisée et étendue aux autres femmes des marchés de la place. Barakiza Ouattara, Julie Traoré, compte rendu. La ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille en plein milieu du marché Woninda. Loin de faire le marché, Diarra Djeneba Sanogo est en mission, celle de prendre contact avec les femmes du marché Woninda afin de connaître les réalités du terrain. Selon les grandes orientations du chef de l'État, qui m'a instruit d'être avec toutes les femmes du Mali, que ce soit en milieu rural, que ce soit en milieu urbain, d'échanger avec elles, de recueillir leurs préoccupations et puis ensemble de voir comment établir des plans d'action qui pourront réellement répondre aux besoins de ces différentes couches. C'est une première pour les commerçantes de ce marché qui font face à d'énormes difficultés comme tout secteur informel. Il s'agit notamment de la sécurité sociale, l'accès au crédit ou encore le manque de moyens pour préparer la retraite. En attendant de formuler leur doléance qui devra parvenir très bientôt au ministre, les femmes du marché saluent cette démarche. J'ai été témoin de la création du marché Wonida. C'est un marché béni. Les femmes de ce marché sont des battantes. C'est elles qui sont en charge de leur famille. En recevant votre visite aujourd'hui, nous vous sommes plus que reconnaissantes. Je suis née ici à Bonzola, grandi ici et mariée ici, et c'est la première fois que nous recevons un ministre de la République. Nous vous en remercions. Wonida est l'œuvre de feu Sékou Kone. Aujourd'hui, il est devenu le marché incontournable de tout Bamako. La ministre a profité pour prodiguer des conseils à ces femmes pour protéger leurs enfants face à la consommation des produits stupéfiants avant de les inviter à plus de cohésion. La coalition des organisations de la société civile pour la lutte contre la corruption et la pauvreté devient la coalition de lutte contre la corruption CLC. C'est la principale résolution issue de l'Assemblée générale ordinaire de l'organisation tenue ce matin. Le point des activités réalisées et le rapport financier étaient les autres sujets au menu des travaux, nous dit Batraoui. La coalition des organisations de la société civile pour la lutte contre la corruption et la pauvreté à l'ère du renouveau. L'Assemblée générale ordinaire marquée par la révision des textes a occasionné d'importants changements dans la vie de l'organisation. La coalition va désormais fonctionner sous l'appellation de coalition de lutte contre la corruption. On avait la difficulté à prononcer le sigle de la coalition. Actuellement, on a adopté un nouveau sigle qui devient CLC, donc Coalition de lutte contre la corruption. Nous avons fait aussi beaucoup d'autres résolutions, notamment la prise en compte d'une direction exécutive. On fonctionnait normalement avec une unité de gestion des projets. Avec la nouvelle décision, on a maintenant une direction exécutive. La présidence maintenant, on a adopté que c'est un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. Et le bureau exécutif est renouvelé chaque 3 ans à 1/3 des membres du bureau. Les travaux ont aussi permis à l'organisation de présenter les réalisations faites au cours de l'année écoulée en termes de contribution à la bonne gouvernance. Nous avons une plateforme dénommée Kenekanko, une plateforme numérique qui sert de dénonciation du public des cas de corruption. Donc cette plateforme a recensé 1200 cas de corruption avérée et qui ont été transmises aux plus hautes autorités pour des mesures. Donc aussi, on a fait beaucoup d'actions de sensibilisation, notamment sur le terrain, beaucoup d'actions de formation, mais aussi de plaidoyer.
Créée en 2017 sous l'appellation des coalitions des organisations de la société civile pour la lutte contre la corruption et la pauvreté, la coalition de lutte contre la corruption s'est aujourd'hui renforcée avec de nouvelles adhésions. Cérémonie de remise d'une ambulance médicalisée à la population de Djalafara, cercle de Sadiola, commune rurale de Caille. D'un coût estimé à plus de 54 millions de francs CFA, cette ambulance a été offerte par le maire de Djalafara avec l'appui technique et financier de ses partenaires. Kanzotou Kanouté, correspondance. Les 28 562 habitants de la commune rurale de Djalafara ont le sourire aux lèvres depuis ce lundi 6 juillet 2025. La raison, les 5 SESCOM et les 3 maternités que compte la commune située à 150 km de Caille sont désormais dotées d'une ambulance médicalisée flambant neuve pour la prise en charge des malades. C'est un don du maire de la commune rurale de Djalafara avec l'appui de ses partenaires dont Jack Gold, Eagle Mining, Société Diamant d'Afrique entre autres. Recevant les clés du véhicule sanitaire, le président de l'ASACO traduit toute sa reconnaissance au maire. Nous sommes très contents aujourd'hui, très fiers de voir cette nouvelle ambulance au niveau de nos SESCOM. Donc si le maire a eu cette belle initiative de nous apporter cette ambulance neuve, nous ne pourrons faire que le remercier. Aujourd'hui, nous les femmes de Djalafara sommes soulagées. Cette ambulance va sauver la vie de beaucoup de femmes ainsi que de celles de leurs bébés. Le développement, c'est la santé et l'éducation. Nous sommes vraiment contents aujourd'hui. Nous ne pouvons que remercier le maire. Selon le maire, c'est pour soulager sa population qu'il s'est battu auprès des partenaires afin d'obtenir cette ambulance. C'est une première dans la commune. Les femmes souffrent ici, l'accouchement et des fois césarienne. Tout ça là, il va falloir vraiment avoir une bonne ambulance. Dieu merci, je suis aux anges aujourd'hui, je peux le dire. Et j'ai trouvé vraiment une ambulance grâce à une bonne collaboration avec nos partenaires qui sont vraiment dans notre commune. Vraiment, le maire et son équipe sont à saluer. Ils ne cessent d'œuvrer pour le développement de cette commune, notamment par les infrastructures scolaires, sanitaires. Il faut qu'ils prennent soin de ces bijoux-là. Ça, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Rappelons que cette ambulance médicalisée a coûté plus de 53 millions de francs CFA à la commune rurale de Djalafara. Montée des couleurs dans les garnisons pour la 3e fois, c'est l'École nationale de la garde de sécurité pénitentiaire qui accueille la cérémonie. Adam Agditi et Lambert Soma pour le reportage. 512 éléments issus de toutes les entités des forces de défense et de sécurité ainsi que des volontaires pour la défense de la patrie sont mobilisés pour cette montée des couleurs. Après la revue des troupes, le Ditanier est entonné en chœur et le drapeau du Burkina flotte dans le ciel de l'École nationale de la garde de sécurité pénitentiaire. Cet acte symbolise des valeurs de courage, de liberté et de souveraineté. Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est l'expression de l'union sacrée, de la cohésion entre frères d'armes et de la réaffirmation de notre engagement à rester solidaires dans la sécurisation, la défense et la reconquête intégrale de notre territoire. Une fois par trimestre, le ministère de la Défense organise dans une garnison la montée des couleurs. Il s'agit de promouvoir la cohésion au sein de chaque corps et par ricochet entre les différentes entités des forces armées nationales. Le ministre d'État, ministre de la Défense, saisit cette opportunité pour passer un message à la troupe. C'est une occasion de rencontre entre frères d'armes, occasion de partager certaines informations qui nous intéressent tous et également l'occasion de rappeler que nous sommes toujours en guerre, l'ennemi rôde, même s'il est affaibli, et que nous devons donc continuer à être vigilants, à redoubler d'efforts et à faire en sorte que les opérations puissent se poursuivre et augmenter d'intensité. Les responsables des différents corps militaires et paramilitaires ont profité de cette cérémonie pour apporter leur contribution au reverdissement du pays. Des dizaines de plants d'arbres fruitiers sont mis en terre dans l'enceinte de l'École nationale de la garde de sécurité pénitentiaire.
Rencontre entre la direction générale de la Société nigérienne de pétrole et la faculté des pétroles et de gaz de l'université de Mozambique. Une rencontre qui vise à faire le point sur la formation des étudiants nigériens ayant obtenu la bourse d'excellence. Laouali Moutari, Maïnassara, Ousmane Sani Abdou, compte rendu. Depuis mars 2024, la Société nigérienne de pétrole Sonidep a, grâce à la vision du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, diversifié sa prestation. L'opérateur pétrolier national s'est vu en effet confier les activités en amont pétrolier. Depuis lors, la Sonidep, sous la conduite et le leadership de son directeur général, le colonel Ali Sebo Hassan, s'est engagé dans un vaste programme de formation et de recherche avec d'abord le ministère en charge de l'enseignement supérieur, avec qui un comité de bourse d'excellence a été mis en place, puis avec d'autres partenaires comme des universités de la Fédération de Russie et bien d'autres pays avancés en matière de pétrole. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette visite des professeurs de la faculté de pétrole et de gaz de l'université Eduardo Mondlane de Mozambique. Une université prestigieuse qui forme déjà plusieurs de nos compatriotes en traitement et exploitation des hydrocarbures. La rencontre placée sous la présidence du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, le professeur Daou Ibrahim, a permis aux acteurs de faire l'état des lieux de la coopération et prospecter de nouvelles voies visant à renforcer cette dernière. Pour le directeur général de la Sonidep, le colonel Ali Sebo Hassan, la formation et la recherche restent aujourd'hui les seules alternatives pour permettre à la Sonidep d'explorer, de transformer, bref, d'exploiter les blocs pétroliers confiés à elle par l'État, c'est-à-dire par les Nigériens et pour les Nigériens dans cette phase de reconquête de notre souveraineté. Le choix de l'université Eduardo n'a pas été fortuit. Je rends hommage au secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur qui nous a orientés vers cette université. C'est depuis 1977 que nous sommes dans l'aval pétrolier. Mais l'amont pétrolier, il aurait fallu en mars 2024, suivant la volonté du chef de l'État, du président de la République, président du CNSP, il a bien voulu de manière en tout cas patriotique mettre des blocs pétroliers, en tout cas à la disposition de la Sonidep pour qu'elle puisse commencer, en tout cas, d'œuvrer dans le volet amont pétrolier. Alors comment faire, comment s'y prendre? La seule alternative, c'est la formation. Ce n'est qu'à travers la coopération Sud-Sud que nous pouvons arriver au bout de ces défis, à travers ce partenariat dans lequel nous sommes engagés pour la formation de nos fils et à tous les niveaux. Colonel, vous avez mentionné un mot très important qui est la qualité de la formation. Je tiens à vous dire que c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur. La Russie, la Turquie, le Mozambique et bien d'autres pays amis qualifiés dans le domaine du pétrole assurent la formation de nos étudiants et professionnels. Cela pour qu'à moyen et long terme, le Niger puisse disposer des cadres et des techniciens suffisants et compétents afin que le pétrole nigérien soit véritablement nigérien tel que voulu par les plus hautes autorités de la refondation. Et bien sûr, on ne va pas se quitter sans parler de la CAN féminine Maroc 2024. C'était Mali victorieux 1-0 face à la Tanzanie pour sa première sortie qui tentera ce vendredi de prendre le dessus sur le Ghana. Un triomphe qui lui permettra de se qualifier pour le second tour. Nos envoyés spéciaux au Maroc, Assa Soumaré et Oumar Traoré, nous informent que les Aigles d'âme abordent la rencontre avec concentration et beaucoup de prudence. Après leur courte victoire 1-0 sur la Tanzanie, les Aigles féminins s'attaquent à un ogre du football féminin sur le continent. Le Ghana qui a perdu lors de sa première sortie face à l'Afrique du Sud 0-2. Pour cette rencontre, les données sont claires.
pour les Maliennes battre les Black Kings pour assurer leur place au tour suivant. Le match contre le Ghana, c'est un match qu'il faudrait prendre avec beaucoup de sérénité, beaucoup de sérieux, et puisque nous allons faire ce match-là avec un adversaire qui est blessé dans son orgueil. Alors il va falloir que nous soyons encore plus patients et puisqu'elles vont tout faire pour pouvoir aller nous chercher dans nos derniers retranchements. Certes, la victoire sera le maître mot. À défaut, un match nul, le nom de l'adversaire ne fait pas peur aux Maliennes, car les débats sont un peu équilibrés depuis 2012 entre les deux nations. En 6 confrontations, le Ghana a 3 victoires contre 2 pour le Mali et 1 nul. Les Maliennes abordent le match avec confiance et prudence en ne commettant pas trop d'erreurs. On prépare le match comme le premier match, comme la Tanzanie, on prépare du mieux possible. Là, on gère les derniers détails pour ce match-là. On sait que ça va pas être facile, surtout que le Ghana a perdu leur premier match. Nous, on a gagné notre premier match, mais on sait que rien n'est joué encore. Tout va se faire sur ce match-là. On a besoin de tout le peuple malien pour accéder à la qualification, pour aller en quart de finale. Et je demande à tout le peuple malien de regarder ce match-là. Toutes les équipes à ce niveau ont le même niveau. Et je pense que le Ghana, c'est un gros morceau. Et sans oublier qu'également le Mali existe bel et bien. Et que cette équipe, malgré qu'il y a eu des changements, il y a eu des avancées, et à nous maintenant de prendre tout ça de notre côté, pouvoir aller chercher cette victoire demain. C'est de dire à tous les Maliens, et plus particulièrement ceux qui sont au Maroc ici, de venir massivement et soutenir cette équipe malienne qui a besoin d'accompagnement. Comme leur sélectionneur l'a annoncé, chaque adversaire est différent. Place au Ghana pour rester focus sur les objectifs du tournoi, à savoir faire mieux que la dernière édition, une élimination au premier tour. Allez, allez les aigles, bonne chance à nos dames pour demain. Grand merci à nos téléspectateurs de Kangaba, de Kela, de Banankoro et de Kokoyo. Bonsoir à tous.